Allègement des mesures d'entrée au Bénin prises dans le cadre de la gestion de la pandémie de Covid-19 au Bénin. C'est l'une des décisions prises au cours du Conseil des ministres de ce mercredi 15 juin 2022 sous la présidence effective du président Patrice Talon. Le point est à suivre avec Wilfried Léandre Ngouedji, porte-parole du gouvernement. Le travail des enfants, ce phénomène de plus en plus palpable, touche en moyenne 125 millions de jeunes dans le monde. Au Bénin, plus de 7 882 enfants sont concernés par ce fléau à l'occasion de la journée de l'enfant africain célébrée tous les 16 juin. Nous nous intéressons donc à ce phénomène. Et puis au Burkina Faso, nous sommes en interactualité. Le président de la transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, s'est rendu mercredi au village de Seitanga, frappé violemment par une attaque djihadiste qui a fait 86 morts le week-end dernier. Mesdames, Messieurs, voilà pour le sommaire, le développement dans un instant. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette livraison de l'information sur Speedline Télévision. Le président de l'Assemblée nationale du Bénin, 8e législature, a reçu à son cabinet ce mercredi 15 juin 2022 trois différentes délégations. La première, celle du Comité national olympique et sportif du Bénin, conduite par son président Julien Minavoa. Des responsables du parti politique Moël Bénin est également au cabinet du président de l'Assemblée nationale avec à leur tête le président Jacques Ayadji. Et enfin, David Nyanwi, directeur de la stratégie opérationnelle de l'Organisation internationale des jeunes promoteurs de la paix. La déclaration faite par les hôtes du président Vlavonu, on retient que le président du Comité national olympique et sportif du Bénin est venu s'entretenir avec lui sur les préparatifs de la journée dénommée Sport pour le développement et la paix, et que Jacques Ayadji et les siens ont parlé de la politique. Également, David Nyanwi a présenté le projet de conférence panafricaine des promoteurs de la paix prévu pour le mois d'août prochain au Bénin. Voici donc leur déclaration à la fin des audiences. Nous avons résolu depuis l'an dernier, depuis 2019, de faire carrément des manifestations pour célébrer cette journée qui est la journée du 6 avril. Nous voulons que pour cette année 2022, que cela prenne toute l'ampleur à l'image de ce qui se passait dans l'histoire. J'ai saisi l'occasion de cette audience pour lui présenter mes chaleureuses félicitations. Ensuite, je lui ai parlé un peu de ce que j'ai dit hier à Sénat par rapport à la redondance des pièces constitutives des dossiers de candidature aux élections législatives. Le président nous a tellement bien accueillis que nous sommes très heureux d'avoir fait cette audience-là. Il nous a prodigué les conseils qu'il peut nous prodiguer. Nous sommes venus solliciter le parrainage institutionnel de l'Assemblée nationale en dehors du gouvernement qui déjà suit une bonne marche avec nous. Et la conférence étant sur la paix et la sécurité, et vu toutes les situations sécuritaires actuellement en République du Bénin, nous avons voulu quand même que l'Assemblée nationale donne les moyens nécessaires qu'il faut. Quand je parle de moyens, ce n'est pas de l'argent. Je parle de l'appui institutionnel et de l'appui matériel par rapport aux ressources dont dispose l'Assemblée nationale pour accompagner à la réalisation de cette conférence panafricaine au Bénin. Accompagné du porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Ngouedji, le ministre Romuald Wadayi de l'économie et des finances et son homologue de la santé Benjamin Rompati étaient face à la presse ce mercredi 15 juin 2022. Au menu des échanges, la pédagogie autour des observations faites par la Cour des comptes dans son rapport sur la gestion des fonds du Covid et les explications du ministre de l'économie et des finances. Suivons ici un extrait de leurs interventions avec Romaric Doussa. Les éléments envoyés donc au 31 décembre, on estimait que la population allait sortir et qu'on allait avoir de l'engouement pour la vaccination. Et on avait prévu 138 milliards d'estimation de dépenses autour de la vaccination. Ça, c'est le montant
que les services ont prévues. Mais dans les informations transmises, donc après le réel, c'est 30 milliards de dépenses de vaccination. Donc, quand on communique en toute transparence une estimation et le réel, on ne peut pas donner de justification sur quelque chose qui ne s'est pas passé. On a dit qu'on s'attendait à dépenser 138 milliards parce qu'on a dit dans toutes les communes, on va mettre des choses, on va prendre des cas qui vont... Mais à la fin du jour, on a eu des dons de vaccins, donc on n'a pas eu à acheter. 2, le montant final a été communiqué et c'est ça qui a été intégré en page 46 en 317. Donc on ne saurait rester sur les estimations. Si j'estime que pour une activité donnée, je vais dépenser 100 francs, mais à la fin du jour, j'ai dépensé 25 francs et qu'on doit me contrôler, on me contrôle sur les 25 francs. On ne peut pas dire, tu as annoncé que tu vas dépenser 100 francs. Tu as dépensé 25 francs, donc les 75 francs là, il n'y a pas de justificatif. Non. On donne les justificatifs pour ce qu'on a effectivement réalisé. Donc ça, c'est le premier élément d'appréciation. Deuxième chose fondamentale par rapport à la prévision pour 2021. Rappelez-vous que nous avons eu le variant Delta en 2021. Et nous avons été fortement secoués, qui vous en souviennent bien, nous avons été fortement secoués à l'ADA. Nous avons explosé toutes les prévisions que nous avions faites en nous projetant sur 2020. Comment est-ce que dans ce contexte, vous voulez qu'on puisse se projeter pour prévoir ce qui va arriver avec un virus qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas, et qui mute, qui peut être plus grave, qui peut être plus meurtrier. Deuxième chose, c'est par rapport à l'utilisation de ce que nous avons eu à acquérir. La Cour a estimé que nous avons eu à acquérir des équipements qui n'étaient pas encore utilisés. C'est de l'anticipation. Ce n'est pas lorsque nous allons nous retrouver avec 200 malades ayant besoin de respirateurs que nous allons projeter maintenant pour passer la commande. Nous aurons seulement compté le nombre de cadavres. Donc, dans la démarche du gouvernement, la crise sanitaire sert déjà à sauver des vies par rapport à cette crise, mais à renforcer le système de santé. Aujourd'hui, si vous prenez les respirateurs que nous avons eu à acquérir, ces respirateurs sont utilisés dans le système, dans les hôpitaux. On les déploie un peu partout sur le territoire, du nord au sud. Les réfrigérateurs et les congélateurs que la Cour a révélés comme n'étant pas utilisés servent pour le système de santé aujourd'hui. Que ce soit pour le système transfusionnel, pour le système de vaccination et autres, ça sert. Donc, c'est vraiment cette démarche que le gouvernement entreprend qu'il faut comprendre. Les rencontres périodiques du président de la République du Bénin en exercice avec ses prédécesseurs seront désormais possibles au Bénin. C'est l'annonce du président de la République du Bénin, Patrice Talon, à la sortie d'une rencontre avec son prédécesseur Boni Yayi au palais de la Marina, liée à la rencontre du 8 juin dernier avec l'ex-président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo. Ces démarches à quelques mois avant les élections législatives de 2023 ont attiré l'attention des Béninois. Suivons ici les propos d'un analyste politique sur la question. Il est au micro de Romaric Dossa et Pierre Akako. Non, je pense qu'il faut encourager le président Patrice Talon, tout simplement parce qu'il commence par se mettre dans la posture d'un vrai chef de famille. Parce que le chef de famille est obligé parfois d'écouter même ses propres enfants, tous ceux qui sont ses proches. Si tu ne les écoutes pas, tu pourras faire beaucoup d'erreurs. Au bas mot, je pense que c'est bien d'aller consulter les anciens, c'est bien d'aller consulter ceux qui ont occupé ce fauteuil présidentiel par le passé, parce qu'ils ont forcément eu une expérience. Mais je vais aller un peu plus loin pour vous dire qu'avant même le président Soglo, le président Yayi, il a reçu les anciens présidents de l'Assemblée nationale. Ça veut dire qu'il sait désormais qu'il y a un background qu'il faut recevoir de ceux-là, des expériences de ceux-là pour mieux gérer le pays, le Bénin. Parce que quelqu'un a dit dans ce pays que le Bénin est un petit pays mais difficile à gérer. Patrice Talon, par rapport à sa position aujourd'hui, ceux qui se disent des partis de l'opposition, ils dorment parce qu'ils n'animent rien sur la vie politique.
Quand il y a un sujet d'actualité, l'opposition doit se réveiller, donner son point de vue, faire une opposition constructive. On est à on va dire, quelques 1 an, 12 mois des élections présidentielles. On ne voit aucun débat contradictoire. On ne voit aucune analyse de ceux qui se disent de l'opposition. Mais il s'agira simplement, à quelques mois des élections, ils vont commencer par monter sur les antennes pour commencer par crier, pour dire, il y a mascarade, il y a si, la liste électorale est si, à faire ça. Ils dorment l'opposition. Et s'ils continuent de dormir ainsi, ils vont voir le même résultat parce que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Aujourd'hui, on ne sent même pas une opposition tout au moins regroupée. Pendant que le monsieur qui est au pouvoir, il est au pouvoir pour tous les Béninois. Mais il a le soutien de certains nombres de partis politiques qui sont en synergie d'action, qui se retrouvent, qui travaillent, qui préparent les élections législatives. L'opposition fait quoi? Où est le chef de file de l'opposition? Que faites-vous pour remporter les élections législatives? On n'arrache pas un pouvoir, mais on conquiert le pouvoir. Vous ne pouvez pas arracher un pouvoir à quelqu'un, mais vous pouvez conquérir le pouvoir. Que fait l'opposition aujourd'hui pour que la raclée qu'ils ont eue au municipal, la raclée qu'ils ont eue aux législatives, la dernière législative, au présidentiel, que la même chose ne se répète pas? Le monsieur vient de faire 3 élections. Il vous a gagné sur toutes les 3 élections. Mais que faites-vous encore pour préparer les législatives? Faites tout au moins ensemble, ne serait-ce que avoir, même si c'est les 2/3 des députés qui vont construire l'Assemblée, que vous avez ça, vous allez contrôler l'action du gouvernement en ce moment-là. Mais si vous le laissez avoir encore la majorité, vous serez encore les mêmes pour dire que c'est les députés illégitimes. La faute à ces gens-là parce qu'ils ne veulent pas s'arrimer aux réformes politiques. Qu'on le veuille ou pas, les réformes politiques aujourd'hui ont fourni on a eu satisfaction déjà parce qu'aujourd'hui, on dépense moins dans les élections. Aujourd'hui, il y a moins de marchandage politique. Aujourd'hui, il y a moins de députés ou de maires à aller s'acheter pour avoir une majorité. Non. Tu mérites les 10%, tu vas te retrouver au Parlement. Point barre. Je l'annonçais en titre, sous la présidence effective du président Patrice Talon, le gouvernement a tenu ce mercredi sa séance hebdomadaire. Au terme de ce conclave hebdomadaire des membres du gouvernement, plusieurs décisions ont été prises, notamment l'allègement des mesures d'entrée au Bénin prises dans le cadre de la gestion de la pandémie de Covid-19. Wilfried Léandre Rumbedji, porte-parole du gouvernement, nous fait ici le point. Approbation du document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2023-2025, institué par la loi organique relative aux lois de finances. Ce document sert de support au débat d'orientation budgétaire qui doit intervenir au plus tard le 30 juin de chaque année. La présente édition postule que notre économie se remet des effets de la pandémie de Covid-19, mais dans un contexte marqué par les tensions géopolitiques, dont la guerre en Ukraine. Le document permet d'appréhender les efforts réalisés ces 3 dernières années au plan de l'assainissement des finances publiques et de la consolidation budgétaire notamment. Il expose également les progrès notés dans l'amélioration de la situation financière des établissements publics, des collectivités locales et des organismes de sécurité sociale grâce à la dynamique de bonne gouvernance impulsée par l'État. Au cours de la période de référence, seront renforcées les mesures en cours visant à promouvoir les secteurs à fort potentiel dont l'agriculture, le tourisme, l'économie numérique et l'économie du savoir, avec un accent particulier sur l'enseignement technique et la formation professionnelle. Par ailleurs, seront poursuivis les grands chantiers visant à combler le déficit infrastructurel de notre pays dans les domaines énergétiques, de transport et d'assainissement. Le tout renforcé par la création d'un cadre favorable à l'éclosion d'un secteur privé dynamique et compétitif, la promotion d'un secteur industriel sélectif, ainsi que la promotion de l'intégration régionale à travers le développement des chaînes de valeur. En approuvant le document, le Conseil a instruit les ministres concernés à l'effet de soutenir la discussion irrelative devant la représentation nationale. Au titre des autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant nomination de membres au conseil d'administration de l'Agence de contrôle des installations électriques intérieures Contrelec
et de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers ABGF, au chapitre des communications. En raison du recul relatif de la pandémie dans le monde en général et dans notre pays en particulier, le gouvernement a décidé de lever les mesures exigées pour la traversée de nos frontières dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire de la COVID-19. Ainsi, pour compter du jeudi 16 juin 2022 à 0h, l'entrée sur le territoire béninois, aussi bien par les frontières terrestres que maritimes et aérienne, est libre de présentation de tout document en rapport avec la COVID-19. Les voyageurs au départ du Bénin devront cependant toujours se conformer aux exigences des pays de destination. Toutefois, cette tendance baissière ne dispense pas de la nécessité de se faire vacciner. À cet effet, le Conseil exhorte les populations d'une part, les responsables à divers niveaux d'autre part, aussi bien du secteur public que privé, qui ne l'ont pas encore fait, ainsi que les agents sous leurs ordres, à se faire vacciner en vue de se prémunir contre la forme grave de la COVID-19. La journée de l'enfant africain est célébrée chaque année le 16 juin et est l'occasion pour le monde entier de réfléchir sur les progrès réalisés en faveur des droits des enfants ainsi que sur les obstacles auxquels ils continuent de se heurter. À cette occasion, la rédaction de Speedline Télévision s'est intéressée au travail des enfants. Ce phénomène de plus en plus palpable touche en moyenne 125 millions de jeunes dans le monde entier et au Bénin. Plus de 7 882 enfants sont concernés par ce fléau plutôt. Avec la crise économique actuelle, beaucoup d'enfants se retrouvent dans les marchés exerçant d'activités génératrices de revenus pour leurs besoins également pour ceux des parents. Précision avec Denise Betolampoué. Cette épidémie qu'est le travail des enfants prend une proportion alarmante et interpelle tout le monde. Le travail des enfants dans le marché est un exemple de l'exploitation économique des enfants au Bénin. C'est une violation grave des droits des enfants condamnée par le nouveau Code de l'enfant du Bénin promulgué en décembre 2015. Le travail des enfants est une épidémie de grande proportion qui atteint un enfant sur deux au Bénin. Le travail des enfants a un impact profondément négatif sur les enfants car il les prive de la scolarisation, les expose à diverses violences et maladies et hypothèque leur développement et épanouissement dans la société. Donc, à l'école, c'est pas beau. Si je vais à l'école, je ne trouve pas dedans l'argent. Je sais que quelqu'un m'a amené. Je ne la connais pas. Elle a dit, ne me donne pas l'argent. C'est mon maman même qui vient chercher l'argent. Il faut gâteau. Et non, faut mettre du mouche pas. Même, non, marqué, il y a un complet. Moi, j'ai 9 euros de millions. Elle est noire, encore, mais là, on va badar, on va quoi de moi la vie là-bas. Ah bah, quoi, tu es 15 millions. Il y a tout fiancé pour 200 millions. Non, mais c'est quoi, tu es fier. Amla, il y a un coup de tout. Les chiffres sans cesse croissants des enquêtes prouvent la véracité des faits et la souffrance qu'endurent ces derniers ne sont pas sans conséquences sur leur vie. Plus de 160 millions d'enfants sont exploités à travers le monde 8. Une enquête qui avait été réalisée par l'INSAE a révélé que plus de 34% des enfants se retrouvent dans le monde du travail. En 2014, l'enquête que nous avons nommée le Mix a révélé que 52,5% des enfants se retrouvent toujours dans le monde du travail. À cela s'ajoute l'enquête réalisée dans les 3 grands marchés du Bénin, à savoir Dantopa, Mwando et Arzeke, qui a révélé que plus de 7 882 enfants sont exploités dans nos grands marchés du Bénin. Aucun enfant n'a sa place au travail, il doit être à l'école. Lorsque vous ne respectez pas cela, déjà vous soustrayez l'enfant des capacités qu'il peut acquérir en allant se scolariser, en s'instruisant, en apprenant autre chose que ce travail abrutissant, si vous voulez, qu'on lui confie. Les conséquences psychologiques sur cet enfant, il n'a pas l'ouverture d'esprit. Ça va agir sur son cerveau. Et ça va développer le nanisme chez cet enfant-là.
qui, parce que soumis à des travaux qui sont plus durs que lui, eh bien, il ne peut pas grandir dans les conditions qu'il faut. Beaucoup d'efforts restent encore à fournir dans ce sens pour faire comprendre aux géniteurs que les enfants ne sont pas à exploiter et qu'ils ont eux aussi des droits. En interactualité à présent, les autorités sénégalaises ont interdit mercredi une manifestation prévue vendredi à Dakar contre le pouvoir au risque de provoquer la colère de l'opposition dans un climat de tension préélectorale grandissante. L'opposition a déjà prévu préalablement qu'elle passerait outre une éventuelle interdiction et un arrêté du préfet de Dakar invoque les menaces de troubles à l'ordre public pour justifier l'interdiction. Les autorités sénégalaises ont interdit une manifestation contre le pouvoir prévue vendredi à Dakar. Malgré cela, l'opposition, plus déterminée que jamais, a annoncé que son rassemblement aurait quand même lieu. Depuis quelques semaines, le pays traverse un climat de tension préélectorale grandissante. On maintient notre manifestation parce que base yi nga xamné mom lañu jox taxawul. Il y a aucune base légale pour fonder démarche au préfet bi. Aucune menace de trouble à l'ordre public et violation de l'article L61 du code électoral. Ñaar yoy la avancé. Il y a quelques jours, des milliers de Sénégalais avaient manifesté dans la capitale pour protester contre le rejet par le Conseil constitutionnel d'une liste de l'opposition pour les prochaines législatives prévues le 31 juillet. Le maire Macky Sall, moi, ça se jouera dans la rue. Et moi, j'appelle tous les Sénégalais à sortir dans la rue. C'est tout. Mais c'est une bataille de principe qu'on est en train de mener. Pour la démocratie qui est le produit de lutte très acharné, des décennies durant. Et c'est tout ce qu'on avait comme acquis. Macky Sall est prêt à piétiner, à marcher sur des cadavres pour avoir un troisième mandat. L'opposition accuse Macky Sall de vouloir éliminer politiquement ses adversaires et de vouloir briguer un troisième mandat présidentiel en 2024. Et ce journal se poursuit. L'Union européenne, l'Israël et l'Égypte ont signé mercredi un protocole d'accord pour approvisionner l'Europe en gaz naturel lors d'une visite au Caire de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Cette visite survient alors que l'Union européenne recherche et cherche toujours à diversifier ses approvisionnements énergétiques après la décision de la Russie de couper cette livraison de gaz à des pays européens. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a supervisé la signature d'un protocole d'accord au Caire visant à exporter du gaz d'Israël et d'Égypte vers les pays de l'Union européenne. Avec ce contrat, l'UE espère ne plus être tributaire du gaz de la Russie, qui a interrompu certains approvisionnements en représailles au soutien envers l'Ukraine. Nous voulons nous débarrasser de cette dépendance. Nous voulons nous diversifier vers des fournisseurs dignes de confiance, et l'Égypte est un partenaire digne de confiance. Aujourd'hui, nous faisons déjà un pas très important puisque nous avons signé dans la matinée un protocole d'accord de livraison de gaz naturel d'Israël à l'Égypte qui va liquéfier le gaz et ensuite l'acheminer vers l'Union européenne, mais aussi pour l'Égypte pour devenir une centrale énergétique régionale. Nos discussions ont été marquées par une attention particulière aux moyens de renforcer la coopération entre l'Égypte et l'Union européenne dans le domaine de l'énergie par le biais du gaz naturel ou du réseau électrique. Nous avons convenu de poser les bases d'un partenariat stratégique entre les deux parties dans ce domaine vital afin d'assurer son développement à l'avenir. Des discussions sont en cours depuis le mois de mars pour permettre l'augmentation des exportations du gaz israélien en passant par l'Égypte. Autre solution plus coûteuse, construire un gazoduc sous-marin reliant Israël à la Grèce et l'Italie en transitant par Chypre.
C'est une bagarre qui a duré un demi-siècle. Les Canadiens et les Danois sont parvenus à tomber d'accord sur leur frontière maritime dans l'Arctique, la plus longue au monde, et à se partager un îlot convoité par les deux pays. Hans Iland, reportage. C'est l'épilogue d'une guerre faisant sans doute partie des plus amicales de l'histoire. Le Canada et le Danemark se sont mis d'accord pour se partager une petite île située au large du Groenland, territoire danois autonome. Le différend remontait à 1973, au moment de la mise en place d'une frontière maritime. Depuis, l'île Danse, d'une superficie de 1,3 km², était revendiquée par les deux pays. Si bien qu'à chaque visite de ce morceau de terre, chaque camp laissait derrière lui un petit souvenir, un drapeau, une bouteille de whisky ou une bouteille de schnapps. Le conflit, connu sous le nom de guerre du whisky, est donc bel et bien terminé, et il est désormais l'heure de trinquer pour les ministres des Affaires étrangères canadiens et danois. Mais attention, la silhouette de l'île en forme de rein est là pour rappeler que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et c'est tout pour cette livraison d'informations sur Speedline Télévision. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez fidèles à nos programmes. Retrouvez-nous également sur nos différentes plateformes. Portez-vous bien, prenez soin de vous, des autres également, et que Dieu nous garde.